Dans les profondeurs glacées de l'Atlantique Nord, où d'épaisses couches de brouillard se dissolvent dans la mer, le grand paquebot repose toujours, une tombe colossale en acier gisant à près de 4000 mètres sous la surface, où la lumière du soleil ne pénètre jamais, et où le temps semble s'être figé en un seul instant de tragédie éternelle. Autrefois célébré comme insubmersible, le navire a pris la mer dans une explosion de lumière dorée, de musique et de rêves de luxe. Mais en cette nuit fatidique d'avril 1912, il est devenu l'une des plus grandes tragédies maritimes jamais connues par l'humanité. Là-bas, le temps s'est arrêté. Les rampes rouillées, les fenêtres brisées et le grand escalier, autrefois symbole d'élégance, sont désormais recouverts d'algues marines, de sédiments froids et du poids écrasant de l'histoire. Ce qui reste n'est pas seulement une épave, mais un cimetière sous-marin de souvenirs. Plus de 1500 âmes ne sont jamais revenues, laissant derrière elles des histoires figées dans le temps. Chaque valise détériorée, chaque chaussure solitaire, chaque morceau de porcelaine brisée est un message silencieux d'une époque révolue. Lorsque les lumières des véhicules d'exploration sous-marine balayent la coque, le métal déchiré apparaît comme des cicatrices, des blessures d'une bataille silencieuse entre l'homme et la nature. Aujourd'hui, le grand navire est à la fois un site archéologique et un rappel saisissant que la technologie et l'ambition ne peuvent vaincre le destin. Les explorateurs et les chercheurs ont passé des décennies à documenter et à scanner ces restes, essayant de préserver le peu qui reste avant que l'océan ne le réclame complètement. Chaque descente est une conversation avec le passé, un moment fragile suspendu entre la découverte et le deuil. Explorer cette épave, ce n'est pas simplement regarder, c'est écouter. Écouter le métal murmurer sous la pression. Sentir la présence des passagers dont les noms sont restés dans les mémoires et de ceux que l'histoire a oubliés. Dans l'obscurité totale des profondeurs, la lumière du soleil n'arrive jamais. Cependant, une autre sorte de lumière demeure, celle du souvenir, de la tragédie et de la vérité. Lorsque nous regardons ce navire, nous nous regardons aussi nous-mêmes. Une civilisation qui a osé atteindre des sommets jamais atteints auparavant, mais qui s'est effondrée en un instant lorsque la glace a rencontré l'acier. Le matin où le paquebot s'apprêtait à quitter le port anglais, des foules se sont rassemblées, attendant un dernier aperçu du navire le plus luxueux jamais construit. Parmi les passagers élégants et l'équipage agité, un homme se distinguait, silencieux, non répertorié, non annoncé. Il portait un long manteau sombre, des bottes usées par le voyage, et ne tenait dans sa main qu'un seul bien, une clé en argent qui scintillait dans la lumière froide d'avril. Il se déplaçait avec détermination, glissant devant les officiers comme s'il savait exactement où aller. Certains ont dit qu'il avait payé un commissaire à voix basse, sans monnaie. D'autres affirmèrent que le commissaire ne lui demanda jamais de billets, se contentant de lui faire une légère révérence et de le laisser embarquer. La clé était différente de tout ce qu'on avait vu auparavant. Pas d'armoirie de marchand, pas d'initiales de famille. À la place, elle portait d'étranges marques gravées, comme si elle était destinée à quelqu'un qui connaissait un code caché à la vue de tous. Des rumeurs circulaient avant même que le navire ne lève l'ancre. Il transportait quelque chose d'une immense valeur, non pas de la richesse mais des connaissances, des documents destinés à atteindre un coffre-fort à New York, des archives privées qui renfermaient soi-disant des secrets capables de changer les frontières, de réécrire les alliances et de déclencher des guerres. Pendant le voyage, il restait dans l'ombre du pont promenade, observant la mer avec l'intensité d'un homme qui entendait pas que personne d'autre ne peut entendre. Il n'a jamais dansé dans les grandes salles, n'a jamais bu de champagne, ne s'est jamais joint au rire. Il écrivait souvent des lettres, des cartes, des avis, puis brûlait chaque page dans la petite flamme d'une lampe de cabine. Un opérateur radio se souvint plus tard que tard dans la nuit. L'homme était apparu, la voix basse mais ferme, demandant d'envoyer un message codé. Avant que la transmission ne soit terminée, le signal fut coupé, interrompu par des parasites, puis vint l'avertissement fatal de la présence de glace. Lorsque le navire heurta l'iceberg, la panique se répandit comme une traînée de poudre à travers l'acier. Mais des témoins ont déclaré que l'homme n'avait pas couru, n'avait pas crié. Il a descendu le pont, s'enfonçant plus profondément dans le navire, tandis que d'autres se bousculaient pour monter dans les canaux de sauvetage. Certains pensent qu'il récupérait les documents, d'autres pensent qu'il protégeait quelque chose que le monde ne devait jamais voir. Il a été vu pour la dernière fois sur l'un des ponts inférieurs, son manteau flottant derrière lui comme un rideau qui se referme, la clé en argent reflétant le clignotement des lumières qui s'éteignaient. Son corps n'a jamais été retrouvé, aucun nom enregistré, aucune cabine attribuée. C'était comme s'il était monté à bord uniquement pour disparaître, englouti par la mer comme le secret qu'il portait. Et maintenant, à 4000 mètres de profondeur, dans une partie de l'épave qu'aucun plongeur n'a jamais atteinte, il pourrait encore y avoir une dernière porte non ouverte,
Derrière elle, peut-être une mallette en cuir. À l'intérieur, des pages qui pourraient réécrire l'histoire. Et la clé qui attend toujours dans l'obscurité, brillant toujours en silence, gardant toujours une vérité que l'océan conserve. Bien avant que le grand paquebot ne lève l'ancre, une seule valise en cuir a été enregistrée sous un nom qui ne correspondait à aucune liste de passagers, aucune réservation, aucun voyageur enregistré. La femme qui la portait est embarquée silencieusement à Cherbourg, voilée, gantée, le visage à moitié caché sous un chapeau à large bord. Son billet était en première classe. Son identité, non. Elle se promenait sur les ponts avec une grâce silencieuse, évitant les conversations, écrivant sans cesse dans un petit journal intime avec un stylo à plumes qui brillait comme de l'obsidienne. Cependant, personne n'a jamais vu les pages. Elle les tenait fermement contre sa poitrine. Le soir, elle se rendait à la salle du courrier, parlant à voix basse avec l'employé. Quelque chose s'est passé entre eux, une enveloppe pliée, un avertissement, personne ne le sait. Sa valise n'a jamais été apportée dans sa cabine. Au lieu de cela, elle a été placée dans les profondeurs de la cale, entre des caisses de draps, de champagne et d'antiquités expédiées d'Europe vers le Nouveau Monde. Contrairement aux autres, cette valise était attachée avec des lanières de cuir renforcées et scellée avec des fermoirs doubles en fer. Le manifeste d'embarquement la décrivait simplement comme contenant des documents privés à manipuler avec précaution, mais il ne contenait aucun document commercial. Lorsque des plongeurs ont ensuite examiné les débris éparpillés loin de la coque, ils ont trouvé des fragments de son journal, des pages non écrites dans aucun alphabet connu, ni anglais, ni français, ni cyrillique, mais des symboles, des spirales, des angles, des glyphes en miroir, comme un langage conçu pour cacher le sens dans le sens. Certains érudits ont affirmé qu'il s'agissait d'un code utilisé dans les cercles ésotériques, des sociétés secrètes engagées dans le secret à travers les siècles. D'autres ont insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une clé, d'un guide vers une connaissance que l'humanité n'était pas prête à comprendre. Alors que le navire coulait, inondant les ponts inférieurs, la femme a été vue pour la dernière fois sur le pont des canaux de sauvetage, ne pleurant pas, ne priant pas, mais observant, calme, presque dans l'expectative. Lorsqu'on lui a demandé de monter dans un canot de sauvetage, elle aurait simplement répondu « La mer est plus profonde que vous ne le pensez ». Elle n'est jamais montée à bord, elle a disparu dans l'obscurité. Dans les profondeurs, la cale s'est effondrée en un amas d'acier tordu et de sédiments. La valise en cuir, si elle existe encore, repose sous des poutres déchirées et de la boue flottante, ses fermoirs scellés, son contenu intact, dans la tente. À l'intérieur, ces pages codées reposent peut-être encore. Le travail d'une femme que personne ne pouvait nommer, fuyant quelque chose que personne ne pouvait prouver, transportant des connaissances trop fragiles ou trop dangereuses pour être révélées. Et ainsi la valise reste fermée, perdue, gardant les secrets que l'océan détient désormais. Bien en dessous des ponts étincelants du grand paquebot, loin des lustres, des violons et du luxe de la première classe, les salles des chaudières rugissaient comme le cœur d'une bête mécanique. 46 hommes y travaillaient, alimentant des feux brûlants, jetant du charbon dans les bouches de feu pour que le navire puisse défier la mer. Lorsque l'iceberg a déchiré la coque, l'eau glacée a envahi le navire. Le chaos s'est propagé vers le haut, mais ici, en bas, les hommes avaient déjà entendu le métal hurler. La plupart ont reçu l'ordre d'évacuer. Certains n'ont pas pu sortir. Mais un chauffeur dont le nom n'a pas été enregistré ou a été perdu, a choisi de rester, non par panique, non par désespoir, mais par devoir. Il savait quelque chose. Si les moteurs s'arrêtaient trop vite, les lumières du navire s'éteindraient. Et dans l'obscurité, le chaos se transformerait en carnage. Les canots de sauvetage avaient besoin de temps et de lumière pour être mis à l'eau. Les enfants avaient besoin de voir leur mère. Les officiers avaient besoin de voir les cordes. L'espoir avait besoin de voir son propre chemin. Alors il resta dans l'eau qui montait, la vapeur sifflant, les machines tremblant comme des os métalliques blessés. Il continua à pelleter après pelleter. Il continua à alimenter le feu. Il maintint le navire en vie assez longtemps pour que d'autres puissent s'échapper. Autour de lui, les lampes s'éteignaient une à une, le verre éclatant sous l'effet de la chaleur et du froid. Mais il restait une lanterne, accrochée à côté d'une soupape de pression. Sa flamme vacillait, mais ne s'éteignait pas. Lorsque le navire se brisa, cette lanterne brûlait toujours. Des années plus tard, des images filmées dans les profondeurs ont capturé quelque chose d'étrange. Une faible lueur de lumière chaude au cœur de la section effondrée des chaudières. Pas brillante, pas constante, mais persistante. Certains disent que ce n'est rien. Un reflet sur l'acier rouillé, une particularité de l'objectif de la caméra. La science donne des réponses faciles, mais les plongeurs qui étaient là, ceux qui ont vu de leurs propres yeux,
racontent une histoire différente à voix basse. Ils disent que la flamme était réelle. Ils disent qu'elle bougeait comme si elle respirait, comme si quelqu'un était encore là, refusant de laisser l'obscurité l'emporter, refusant de laisser le dernier espoir s'éteindre. Une dernière lumière tenue par un homme que le monde n'a jamais nommé, mais qui a sauvé des centaines de personnes simplement en continuant à brûler. Dans une cabine de première classe recouverte de bois poli et de rideaux de velours, une jeune femme était assise seule à la lumière d'une lampe. Elle avait dîné parmi des millionnaires, descendu le grand escalier, souri poliment pendant le thé de l'après-midi. Cependant, ses yeux étaient toujours ailleurs, observant la mer, écoutant les moteurs, attendant. Elle avait embarqué sur le grand paquebot sous son vrai nom, mais elle portait en elle une autre identité, liée à des chuchotements, des avertissements et des messages qui n'étaient jamais destinés à l'oreille du public. Quelques jours avant le départ, elle avait reçu une enveloppe scellée à Londres, sans adresse d'expéditeur, juste une seule ligne. Le navire n'arrivera pas à New York. Elle n'en parla à personne, ni aux autres femmes qui admiraient ses robes en soie, ni aux officiers qui lui adressaient des salutations polies, ni aux hommes qui flirtaient autour d'une coupe de champagne. Mais elle savait, et savoir est un fardeau en soi. Alors que le navire s'enfonçait dans les eaux glacées, elle se mit à écrire. Pas un journal intime, mais un témoignage, un avertissement, une vérité destinée au futur, pas au présent. Son écriture était ferme, mais son poignet ne l'était pas. Elle écrivit « Il y a plus dans ce voyage que ce que l'on croit. Si ceci arrive à terre, dites-leur que nous avons été prévenus. » Pas de détails, pas d'accusation, juste la vérité enveloppée dans une phrase qui semblait plus lourde que l'acier. Lorsque le navire heurta l'iceberg, elle ne cria pas. Elle ne courut pas vers les canots de sauvetage. Au lieu de cela, elle arracha une planche du plancher sous son lit, glissa le billet à l'intérieur et le cacha là où le bois rencontrait le silence. Un message non pas pour être secouru, mais pour être découvert plus tard. Elle signa uniquement de ses initiales, non par anonymat, mais parce que les noms peuvent être effacés. Les initiales perdurent. Elle n'a jamais atteint un canot de sauvetage. Aucune trace de son corps n'a été retrouvée. Des décennies plus tard, lors d'une étude de sauvetage dans les profondeurs, un fragment du plancher de sa cabine a été récupéré, déformé par la pression, brisé par le temps. À l'intérieur, un morceau de papier soigneusement plié, l'encre encore visible, protégé par l'obscurité. Un message destiné à remonter à la surface. Mais pas trop tôt, elle le savait. Et maintenant nous le savons aussi. Dans la nuit du 14 avril, quelques heures avant que l'iceberg ne soit aperçu, certains passagers se souviennent avoir remarqué un homme sur le pont avant, pâle, immobile, vêtu d'un manteau si fin qu'il semblait ne pas sentir le froid. Il s'appuyait sur la rambarde, les yeux fixés sur l'horizon, pas sur les étoiles, pas sur la mer, mais sur quelque chose que lui seul pouvait voir. Il n'a jamais parlé à personne. Cependant, ses lèvres bougeaient silencieusement, fermement, comme s'il récitait des noms de personnes vivantes, des noms de personnes condamnées, ou des noms qu'il craignait d'entendre bientôt prononcés par l'océan lui-même. Quand quelqu'un lui adressait la parole, il ne réagissait pas. Quand on lui offrait une couverture, il la refusait. Il continuait simplement à observer, à attendre. Certains passagers ont juré l'avoir déjà vu pendant le voyage, au petit déjeuner, dans le grand escalier. Cependant, il ne s'est jamais assis, n'a jamais mangé, n'a jamais réclamé de cabine. Son nom ne figurait pas sur le manifeste. Pas de bagages, pas de billets, pas d'enregistrement. Avant minuit, il fut aperçu une nouvelle fois, debout à la proue, là où l'acier rencontre l'eau noire, murmurant cette fois-ci au lieu de simplement remuer les lèvres. Des témoins affirmèrent plus tard que cela ressemblait à une prière ou à un adieu. Lorsque l'iceberg a heurté le navire, il avait disparu. Personne ne l'a vu sur le pont. Il n'est jamais apparu près des canots de sauvetage. Personne ne l'a appelé. Aucun corps correspondant à sa description n'a jamais été retrouvé. Certains ont dit qu'il avait sauté avant la collision, qu'il l'avait senti arriver. D'autres pensaient qu'il était descendu et avait disparu dans l'acier et l'ombre. Mais il existe une autre croyance, plus discrète, dont seuls les constructeurs navals de Belfast parlent. Des hommes qui ont passé des années à respirer la poussière du grand paquebot et à forger ses os. Ils racontent l'histoire d'un ouvrier qui est mort pendant la construction, enseveli accidentellement dans la coque. Aucun registre n'a été établi, aucun nom n'a été répertorié. Ils affirment qu'il a été vu près du navire dans les jours précédant le départ, comme s'il s'assurait qu'il lèverait l'ancre, comme s'il achevait ce que la vie lui avait refusé. Et quand l'heure est venue, quand l'histoire a basculé vers la tragédie,
il est revenu une dernière fois, non pas pour être sauvé, mais pour assister à la fin qu'il était destiné à voir. Un fantôme non pas de superstition, mais d'histoire inachevée. Une âme liée à l'acier jusqu'à ce que l'océan les emporte tous les deux. Bien en dessous des grands salons et des somptueuses salles à manger, au-delà du laiton poli et des escaliers recouverts de velours, il y avait un monde plus modeste. Le monde des passagers de 3e classe, des immigrants, des travailleurs, des rêveurs, des familles qui n'avaient rien d'autre que l'espoir emballé dans des valises usées. Et dans un coin de leur espace commun se trouvait un petit piano usé. Ses touches étaient ébréchées, son accordage imparfait. Mais pour ceux qui se trouvaient sous le pont, il était plus précieux que les lustres en cristal au-dessus. C'était une voix, un rappel, une promesse. Ils en jouaient la nuit. Pas des valses, pas des airs d'opéra, mais des chansons nées d'endroits qui n'existaient plus sur les cartes. Des villages incendiés, des frontières redessinées, des terres natales perdues dans l'histoire. Ce piano transportait des berceuses dans des langues que les officiers du navire ne comprenaient pas. Des chansons chantées assez doucement pour que les enfants restent endormis, mais assez fort pour empêcher la douleur du cœur d'engloutir complètement leurs parents. La nuit où le navire a heurté l'iceberg, la panique a commencé bien avant d'atteindre les étages inférieurs. Le piano était toujours là. Les bougies brûlaient encore. Les enfants dormaient encore contre l'épaule de leur mère. Et dans la confusion grandissante, quelqu'un s'est assis et a joué. Pas un hymne, pas une marche, mais la même berceuse entendue quelques jours auparavant. Une berceuse apportée à travers l'océan par une femme dont la grand-mère la chantait pour apaiser les guerres. Personne ne connaît son nom. Personne ne connaît son destin. Mais des témoins se sont souvenus de la chanson. Même lorsque le sol s'est incliné. Même lorsque l'eau a commencé à s'infiltrer par les fissures. Même lorsque la peur a envahi leur voix, elle a joué jusqu'à ce que les lumières clignotent, jusqu'à ce que le froid s'infiltre à l'intérieur, jusqu'à ce que le navire gémisse comme un être vivant et blessé. Et puis le piano s'est tu. Des années plus tard, lors de scans des profondeurs, des équipements audio ont capté une faible résonance, rythmique, mélodique, comme du métal rappelant la musique. Le son n'était pas mécanique, il n'était pas aléatoire, il avait un tempo, une forme, un écho. Les experts ont dit que c'était une coïncidence. Les ingénieurs ont blâmé les courants en mouvement. Et les plongeurs qui l'ont entendu ne l'ont jamais oublié. C'était une berceuse. L'océan chantant en retour la dernière chanson que ce piano ait jamais jouée. Un souvenir emprisonné dans l'acier, berçant encore les disparus pour les endormir. Il y a des histoires que l'histoire officielle n'a jamais enregistrées. Des voix qui ont été réduites au silence, non pas par la censure, mais par la mer elle-même. Le grand paquebot transportait plus que des passagers et du fret lorsqu'il a pris la mer ce matin d'avril. Il transportait des secrets, des destins, et peut-être même des prédictions de sa propre fin. Dans les archives des compagnies d'assurance maritime, il existe des références à des courriers qui ne sont jamais arrivés à destination. Des lettres envoyées par des passagers dans les premières heures du voyage, postées au bureau de poste du navire avant l'escale à Queenstown. Certaines de ces lettres ont été retrouvées. D'autres ont disparu avec leurs expéditeurs. L'une de ces lettres, écrite sur du papier à en-tête d'un hôtel parisien, ne contenait que 3 lignes. « Je m'embarque sur le navire que tout le monde dit insubmersible. Si cette lettre arrive avant moi, sachez que l'impossible arrive parfois. L'amour survit là où les navires échouent. » L'expéditeur était un jeune ingénieur italien qui voyageait pour rejoindre sa fiancée à Boston. Son corps fut l'un des rares à être identifié parmi ceux qui furent retrouvés. La lettre fut trouvée dans sa poche, jamais envoyée, comme s'il avait décidé au dernier moment de remettre le message en main propre. Un message qui n'est jamais arrivé. Un amour que l'océan a interrompu. Dans les cabines de 2e classe, une famille de musiciens voyageait avec ses instruments soigneusement emballés. Ils ne faisaient pas partie de l'orchestre officiel du navire, mais étaient des musiciens de rue qui avaient économisé pendant des années pour faire la traversée. Ils transportaient des violons qui avaient appartenu à 3 générations. Des instruments qui connaissaient les chansons des mariages et des funérailles, des récoltes et des famines, des victoires et des défaites. Lorsque l'alarme retentit, le père de famille descendit chercher les violons, tandis que la mère emmenait les enfants sur le pont. Il ne revint jamais. Les enfants survécurent, sauvés dans l'un des derniers canots. La mère, non. Des décennies plus tard, l'un des fils, désormais âgé, a visité une exposition d'objets provenant du naufrage. Parmi les objets exposés se trouvait un étui à violon, détérioré mais reconnaissable. Les initiales gravées sur le couvercle étaient celles de son grand-père. L'instrument à l'intérieur avait disparu,
probablement consumé par la mer ou enfoui dans les sédiments. Mais l'étui était toujours là, cercueil vide d'une voix qui ne chanterait plus jamais. Le vieil homme pleura devant la vitrine, non pas à cause de la perte de l'instrument, mais parce qu'il était certain que son père était mort en essayant de sauver non pas du bois et des cordes, mais des souvenirs. La musique que ses violons connaissaient, les chansons qui avaient bercé des générations, tout cela se trouvait dans cet étui, et son père avait préféré couler avec eux plutôt que de les laisser derrière lui. Des membres d'équipage ont rapporté avoir remarqué des comportements étranges dans les heures qui ont précédé le naufrage. Un cuisinier qui travaillait de nuit a témoigné plus tard avoir vu un homme en uniforme d'officier debout dans la cuisine à 3 heures du matin, fixant une casserole d'eau bouillante. Lorsqu'il lui a demandé s'il pouvait l'aider, l'officier a simplement répondu « L'eau gagne toujours, elle gagne toujours », puis il est sorti, disparaissant par une porte menant au pont inférieur. Aucun officier ne correspondait à la description fournie par le cuisinier. L'uniforme décrit était d'un modèle abandonné depuis des années, utilisé uniquement sur les premiers navires de la compagnie. Certains ont suggéré que le cuisinier avait inventé cette histoire ou confondu ses souvenirs. D'autres, qui préfèrent les explications que la science ne peut fournir, ont suggéré qu'il s'agissait d'un avertissement, une apparition de quelqu'un qui connaissait le destin du navire avant même qu'il ne soit construit. Dans les registres de la société de construction, il existe des notes sur des travailleurs qui ont refusé d'effectuer le voyage inaugural. Un rifter qui avait travaillé sur la coque pendant 2 ans a démissionné la veille du départ, invoquant des rêves perturbants. Un peintre qui avait décoré les cabines de première classe a été vu sur le quai, observant le départ du navire, mais il n'est jamais monté à bord malgré son billet garanti. Interrogé par la suite, il a simplement répondu que le navire lui faisait peur. Il ne savait pas expliquer pourquoi. Ces hommes ont survécu par hasard ou par intuition. Leurs histoires sont des notes de bas de page dans des livres que peu de gens lisent, de brèves mentions dans des documentaires qui privilégient le drame du naufrage, plutôt que les présages qui l'ont précédé. Mais leur voix mérite d'être entendue, car elles suggèrent quelque chose que le récit officiel préfère ignorer, que le désastre n'était peut-être pas aussi imprévisible que nous voulons le croire. Dans les profondeurs où repose le navire, certaines sections n'ont jamais été documentées. Des couloirs effondrés que les caméras ne peuvent pénétrer. Des cabines scellées par de l'acier tordu qui a fondu sous la pression. Ce qui se trouve dans ces espaces reste un mystère, protégé par le même océan qui a détruit le navire qui les contenait. Il existe des théories sur ce qui pourrait être trouvé si la technologie permettait un accès complet. Des coffres de passagers riches qui n'ont jamais été ouverts. Des valises diplomatiques contenant de la correspondance entre gouvernements. Des œuvres d'art qui étaient transportées entre collectionneurs. Des documents qui pourraient réécrire des chapitres entiers de l'histoire du début du XXe siècle. Mais peut-être plus importante encore que tout objet physique sont les histoires que ces espaces renferment. Les dernières heures de personnes dont nous ne connaissons les noms que grâce aux listes de passagers. Les derniers instants de familles qui voyageaient ensemble et sont mortes séparées. Les choix faits dans l'obscurité, alors que l'eau montait et que les options diminuaient. Chaque cabine scellée est une archive fermée. Chaque couloir effondré est un chapitre non écrit. L'océan garde ses secrets avec la même indifférence qu'il garde tout le reste, non par malice, non par intention, mais simplement parce que c'est dans sa nature d'accueillir ce qui coule et de ne rien rendre. Les plongeurs qui descendent à ces profondeurs parlent d'une sensation qui transcende le simple intérêt historique. Ils décrivent une présence, non pas fantomatique au sens surnaturel, mais émotionnel. Le poids de 1500 morts concentrés en un seul point au fond de l'océan. L'énergie de tant d'histoires interrompues, tant d'avenirs annulés, tant d'amours séparés. Un opérateur de véhicules télécommandés, vétéran de dizaines d'expéditions sur des épaves, a décrit l'expérience d'explorer le grand paquebot comme différente de toutes les autres. Il a déclaré que dans d'autres naufrages, aussi tragiques fussent-ils, il y avait un sentiment de conclusion. Le navire avait coulé, des vies avaient été perdues, l'histoire avait continué. Mais sur ce navire en particulier, quelque chose restait en suspens, comme si les histoires étaient encore en cours, attendant toujours leur dénouement. C'est peut-être pour cela que nous continuons à y retourner. Pas seulement pour documenter la détérioration ou récupérer des artefacts, mais pour écouter, pour rendre hommage aux voix qui murmurent encore à travers le métal et le silence, pour honorer ce que l'océan a emporté mais n'a jamais vraiment effacé. La clé en argent qui n'a jamais trouvé sa serrure, la valise pleine de secrets, la dernière lanterne brûlant dans l'obscurité, le piano qui a chanté pour les mourants. Ce ne sont pas seulement des histoires, ce sont des échos. Les réverbérations de vie qui méritaient plus de temps, plus de lumière, plus de musique, et tandis que le navire poursuit sa lente dissolution au fond de l'Atlantique,
ces échos persistent, non pas sous forme d'ondes sonores que des appareils pourraient capter, mais sous une forme plus profonde, dans la mémoire collective d'une espèce qui ne parvient pas à oublier une tragédie qui a marqué la fin d'une ère d'innocence. Le navire était plus qu'un navire, c'était une promesse, la promesse que l'humanité avait enfin dominé l'océan, conquis les distances, éliminé les risques qui hantaient les voyageurs depuis des millénaires. Lorsque cette promesse s'est brisée contre un bloc de glace flottant, quelque chose d'autre s'est brisé en même temps, la confiance d'une civilisation en sa propre invincibilité. Les années qui suivirent furent marquées par des guerres et des révolutions, des transformations technologiques et des bouleversements sociaux. Le monde qui existait lorsque le navire avait pris la mer avait complètement disparu, lorsque les derniers survivants moururent de vieillesse. Mais l'histoire du naufrage resta transmise de génération en génération, adaptée et réinterprétée, mais jamais oubliée. Il y a quelque chose dans cette histoire qui dit des vérités universelles sur la condition humaine, sur l'arrogance et ses conséquences, sur la bravoure qui émerge dans les pires circonstances, sur l'amour qui persiste même lorsque la mort approche, sur le caractère aléatoire et cruel du destin, qui sauve certains et condamne d'autres sans logique apparente. Lorsque nous regardons les images des profondeurs, les rampes rouillées et les hublots vides, nous ne regardons pas seulement un naufrage, nous regardons un miroir, un reflet de nos propres espoirs et craintes, de nos propres ambitions et limites. L'homme à la clé en argent portait des secrets qui auraient peut-être pu changer le cours de l'histoire. La femme à la valise mystérieuse détenait des connaissances que le monde n'était pas prêt à recevoir. Le chauffeur qui a maintenu les lumières allumées a sacrifié sa vie pour que d'autres puissent voir le chemin du salut. La jeune fille qui a caché un message sous le plancher savait quelque chose que personne d'autre ne voulait croire. Le fantôme qui observait depuis la proue était lié au navire par des liens qui transcendaient la mort. Ces histoires peuvent être des légendes. Elles peuvent être des élaborations à partir de faits fragmentaires. Elles peuvent être des inventions de l'esprit qui a besoin de trouver un sens même dans le chaos le plus absolu. Mais elles peuvent aussi être vraies. Et c'est dans la possibilité de la vérité que réside leur pouvoir. Car si l'homme à la clé a existé, alors il existe des secrets que nous n'avons pas encore découverts. Si la femme à la valise a existé, alors il existe des connaissances que nous ne comprenons pas encore. Si le chauffeur a existé, alors il existe des actes héroïques qui n'ont jamais été reconnus. Si la jeune fille au message a existé, alors il existe des avertissements que nous ignorons à nos risques et périls. Le grand paquebot a été construit par des mains humaines, navigué par des esprits humains, et détruit par des forces que les humains n'ont pas pu prévoir ni contrôler. Son histoire est notre histoire. Son destin nous rappelle le nôtre, dans les profondeurs glacées de l'Atlantique Nord, où la lumière ne pénètre jamais et où le silence est absolu. Le navire continue de raconter son histoire, à ceux qui sont prêts à descendre, à ceux qui sont prêts à écouter, à ceux qui comprennent que certains secrets méritent d'être recherchés, même s'ils ne peuvent jamais être complètement révélés. L'épave parle encore. Elle murmure encore à travers la pression et l'obscurité. Elle garde encore ses vérités avec la patience de quelque chose qui a toute l'éternité pour attendre. Et nous continuons à écouter, nous continuons à descendre, nous continuons à chercher. Car il y a des histoires qui méritent d'être racontées, des voix qui méritent d'être entendues, des secrets qui méritent d'être gardés, ne serait-ce que par l'océan qui les protège. L'homme à la clé en argent n'est jamais arrivé à New York. La femme à la valise mystérieuse n'a jamais révélé ce qu'elle transportait. Le chauffeur n'a jamais reçu de médaille pour son courage. La jeune fille n'a jamais vu son message trouvé. Le fantôme n'a jamais expliqué pourquoi il était là. Mais leurs histoires ont survécu, fragmentées, déformées, peut-être partiellement inventées, mais vivantes, transmises à voix basse entre plongeurs, consignées dans les journaux de chercheurs, imaginées par tous ceux qui regardent l'océan et se demandent ce qui repose dans ses profondeurs. Le grand navire était une promesse non tenue. Mais les histoires qu'il transporte sont des promesses tenues. Des promesses que nous n'oublierons pas. Des promesses que nous continuerons à chercher. Des promesses que tant qu'il y aura quelqu'un prêt à descendre et à écouter, l'épave ne sera jamais vraiment silencieuse. À 4000 mètres sous la surface, où la pression écrase et où l'obscurité dévore, il y a une clé qui attend sa serrure. Une valise qui attend d'être ouverte. Une lampe qui brûle peut-être encore. Un piano dont les cordes vibrent peut-être encore. Et des voix, d'innombrables voix, qui attendent des oreilles disposées à les écouter. Ce n'est pas seulement un naufrage. C'est un mémorial, une archive, un mystère, une tragédie, une leçon, un avertissement, une histoire d'amour, une histoire de perte, une histoire d'espoir,
qui a coulé, mais qui n'est jamais complètement morte. Et tant que l'océan continuera à garder ses secrets, tant que le métal continuera à se dissoudre lentement au fond, tant que les courants continueront à apporter des sédiments sur les restes de ce qui fut le plus grand navire de son époque, l'histoire continuera à être racontée, pas dans des mots écrits sur du papier, pas dans des enregistrements faits par des machines, mais dans le silence qui règne parmi les ruines, dans l'éclat occasionnel du métal qui refuse de rouiller complètement, dans la sensation que les plongeurs décrivent mais ne peuvent expliquer. Le grand paquebot était destiné à traverser les océans. Au lieu de cela, il en est devenu partie intégrante. Son voyage s'est terminé non pas dans un port, mais dans un abîme. Sa destinée n'était pas de transporter des passagers vers de nouveaux mondes, mais de transmettre des histoires à de nouvelles générations. Et en ce sens, sa mission a peut-être été accomplie. Pas de la manière dont ses constructeurs l'avaient prévu, pas de la manière dont ses passagers l'avaient espéré, mais d'une manière qui transcende les objectifs initiaux et les attentes mortelles. Le navire est devenu immortel, non pas malgré son naufrage, mais à cause de lui. Chaque fragment d'acier au fond de l'océan est une lettre dans une histoire qui ne s'achève jamais. Chaque artefact récupéré est un mot dans un livre qui est encore en cours d'écriture. Et la dernière page n'a pas encore été tournée. La dernière histoire n'a pas encore été racontée. Le dernier secret n'a pas encore été révélé. Dans les profondeurs glacées de l'Atlantique Nord, le grand navire attend, non pas le salut qui ne viendra jamais, non pas les passagers qui n'arriveront jamais, mais nous, notre curiosité, notre mémoire, notre volonté de descendre dans l'obscurité et d'écouter ce que le silence a à dire. Le naufrage parle encore, et tant qu'il y aura quelqu'un pour l'écouter, il ne cessera jamais de raconter son histoire. Une histoire de glace et d'acier, d'arrogance et d'humilité, de mort et de mémoire, de secrets gardés et de vérités murmurées. Une histoire qui a commencé sur un quai anglais, un matin d'avril, et qui continue d'être racontée dans les profondeurs d'un océan qui ne pardonne pas et n'oublie pas. L'homme à la clé, la femme à la valise, le chauffeur à la lanterne, la jeune fille au message, le fantôme sans nom. Ils sont là, au fond, toujours en attente, toujours en garde, toujours chuchotant à ceux qui veulent bien les écouter. Et l'océan, fidèle gardien de tous les secrets qu'il reçoit, poursuit son travail patient, corrodant l'acier, enterrant les débris, protégeant les histoires, jusqu'au jour où peut-être il ne restera plus que des sédiments et le silence. Mais ce jour n'est pas encore venu, et jusqu'à ce qu'il arrive, les histoires continuent, les secrets persistent, les échos résonnent. Dans les profondeurs glacées de l'Atlantique Nord, le grand paquebot repose toujours. Il rêve toujours. Il se souvient toujours. Il raconte toujours. Et nous continuons à écouter. Chaque objet qui repose au fond de l'océan porte en lui une histoire qui transcende sa matérialité. Une chaussure n'est pas seulement du cuir et du caoutchouc détérioré par la pression et le temps. C'est le témoignage d'une marche interrompue, de pas qui n'ont jamais atteint leur destination prévue. Une brosse à cheveux n'est pas seulement des poils et du bois, c'est l'écho d'une routine matinale, d'une femme qui se préparait sans savoir que ce serait son dernier jour. Un jouet n'est pas seulement du métal ou du tissu pourri, c'est la promesse d'une enfance qui n'a jamais été accomplie, de jeux qui n'ont jamais eu lieu. Les archéologues sous-marins, qui documentent ces objets, parlent de la difficulté de garder une distance professionnelle. Chaque objet catalogué évoque une vie, une personne, une histoire. Ce ne sont pas des artefacts au sens muséologique habituel, ce sont des reliques au sens religieux du terme, des fragments sacrés d'existence interrompue, préservés par le même élément qui les a détruits. Il y a un paradoxe dans cette préservation. L'océan qui a tué est le même qui conserve. L'eau glacée qui a rempli les poumons et effacé les consciences est la même qui empêche la décomposition complète, qui maintient intactes les formes d'objets qui, à la surface, auraient disparu depuis des décennies. Le meurtrier est devenu gardien. Le destructeur est devenu conservateur. Certains y voient une ironie cruelle. D'autres, une sorte de justice poétique. La mer a pris ce qu'elle voulait et protège désormais ce qui reste, comme un conquérant qui conserve les trophées de ses victoires. Mais peut-être que la vérité est à la fois plus simple et plus complexe. L'océan n'a pas d'intention. Il n'est ni cruel ni gentil. Il est simplement, et dans cet être absolu, sans but ni morale, des choses coulent et d'autres restent. Les plongeurs qui reviennent des profondeurs racontent souvent avoir fait des rêves les nuits suivantes, des rêves dans lesquels ils marchent dans les couloirs du navire, non pas tel qu'il est aujourd'hui, mais tel qu'il était à l'époque, des rêves dans lesquels ils entendent de la musique provenant des salons, des conversations dans des langues qu'ils ne comprennent pas,
les rires de personnes dont ils n'ont jamais vu le visage. Certains considèrent cela comme un processus cérébral normal, le cerveau organisant les expériences intenses de la plongée. D'autres n'en sont pas si sûrs. Un photographe sous-marin, qui a largement documenté l'épave, a décrit une expérience qui l'a marqué à jamais. Lors d'une plongée particulièrement profonde, son appareil photo a capturé une image dont il ne se souvient pas avoir prise. Elle montre un couloir du navire, mais différent de toutes les autres photos. La lumière semble provenir de l'intérieur, et non des projecteurs extérieurs. Et au fond du couloir, presque imperceptible, se trouve une silhouette qui ne devrait pas être là. Il a montré l'image à ses collègues. Les explications ont été variées. Reflet de l'équipement, aberration optique causée par la pression, particules en suspension formant des motifs que le cerveau interprète comme une figure humaine. Toutes ces explications sont raisonnables. Toutes sont insatisfaisantes pour ceux qui regardent la photo et sentent, sans pouvoir expliquer pourquoi, qu'il y a quelque chose d'autre là-bas. L'image n'a jamais été publiée. Le photographe la conserve dans ses archives personnelles, avec d'autres photos qu'il ne parvient pas à expliquer complètement. Non pas parce qu'il croit aux fantômes au sens traditionnel du terme, mais parce qu'il a appris, au cours de décennies de travail dans les profondeurs, qu'il y a des choses que l'appareil photo voit, et que l'œil humain ne peut pas traiter. Il existe des réalités qui se trouvent aux limites de la perception, visibles uniquement lorsque nous ne les regardons pas directement. Le grand paquebot attire ce genre d'expérience comme un aimant. C'est peut-être la concentration de la mort en un seul endroit. C'est peut-être la charge émotionnelle que nous portons lorsque nous descendons. Les histoires que nous connaissons. Les tragédies que nous imaginons. C'est peut-être autre chose. Quelque chose que la science ne peut encore nommer ou mesurer, mais que ceux qui ont été là reconnaissent instantanément. Il y a une pièce dans le navire que les explorateurs évitent autant que possible. Il n'y a aucune raison technique à cela. L'accès est possible. La structure est relativement stable. Mais quelque chose dans l'atmosphère de cet espace particulier provoque un malaise. Ceux qui y sont entrés rapportent une sensation de lourdeur dans la poitrine, une difficulté à se concentrer, un désir urgent de sortir qui transcende le rationnel. Il s'agissait d'une cabine de 3e classe, l'une des plus petites du navire. Les registres indiquent qu'elle était occupée par une famille d'immigrants irlandais, un père, une mère et 3 jeunes enfants. Aucun d'entre eux n'a survécu. Les corps n'ont jamais été retrouvés. La cabine est leur seul mémorial, leur seule tombe. Certains pensent que la présence oppressante ressentie par les explorateurs n'est qu'une projection psychologique. Nous connaissons l'histoire, nous imaginons la terreur de ces derniers instants, et notre cerveau crée des sensations correspondantes. C'est une explication élégante, scientifiquement solide, mais elle n'explique pas pourquoi des explorateurs qui ignoraient l'histoire de la cabine ont rapporté les mêmes sensations avant de découvrir qui l'occupait. Les sceptiques diront qu'il s'agit de coïncidences, de schémas que notre cerveau crée à partir du chaos. Les croyants diront que ce sont des preuves de quelque chose qui dépasse la compréhension matérielle. La vérité, comme toujours, se situe probablement quelque part entre ces deux extrêmes, dans un territoire que ni la science ni la foi ne peuvent cartographier complètement. Ce que nous savons avec certitude, c'est que le naufrage exerce un pouvoir sur l'imagination humaine que peu d'autres lieux peuvent égaler. Ce n'est pas seulement de l'histoire, ce n'est pas seulement une tragédie, c'est quelque chose de plus, quelque chose qui transcende les catégories conventionnelles, une blessure dans le tissu du temps, qui n'a jamais complètement cicatrisé, un moment qui continue de se produire, d'une certaine manière dans les profondeurs où tout demeure. Il y a des lettres qui n'ont jamais été envoyées, des mots qui n'ont jamais été prononcés, des amours qui n'ont jamais été déclarés, des réconciliations qui n'ont jamais eu lieu. Toutes ces possibilités ont coulé avec le navire, préservées dans leur potentiel comme des insectes dans l'ambre. Ce qui aurait pu être côtoie ce qui a été, tous deux également réels et également inaccessibles. Un passager de 1re classe, un industriel anglais d'âge mûr, se rendait à New York pour retrouver sa fille, avec laquelle il s'était disputé des années auparavant. Il avait sur lui une lettre qu'il n'avait jamais eu le courage d'envoyer, expliquant sa version des faits, demandant pardon pour des erreurs dont il ne se souvenait plus clairement. Il prévoyait de lui remettre la lettre en main propre, de voir son visage pendant qu'elle la lisait, peut-être même de la serrer dans ses bras après tant d'années de silence. Son corps a été retrouvé quelques jours après le naufrage. La lettre était dans sa poche intérieure, tachée par l'eau mais encore lisible. Elle a été rendue à sa famille en Angleterre, qui l'a envoyée à sa fille à New York. Elle l'a reçue quelques semaines plus tard, les mots d'un père mort en tentant de traverser un océan pour dire ce qu'il aurait pu dire dans une lettre ordinaire envoyée par la poste,
qui serait arrivé en quelques jours au lieu de ne jamais arriver. La fille a conservé la lettre toute sa vie. Elle ne s'est jamais mariée. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle est décédée en 1973, seule dans un appartement de Manhattan. Parmi ses effets personnels, la lettre et une photo de son père, prise des décennies plus tôt, montrant un jeune homme qu'elle reconnaissait à peine comme le père sévère de ses souvenirs d'enfance. Il existe des milliers d'histoires comme celle-ci dans les archives du naufrage. Chaque passager portait son propre fardeau de regrets et d'espoir, de peur et de rêve. Chacun embarqua avec des attentes qui ne se réaliseraient jamais, des projets qui ne seraient jamais menés à bien, des vies qui ne seraient jamais vécues. L'océan a tout absorbé, avec les corps et la cargaison. Il a absorbé les rêves et les cauchemars, avec la même indifférence. Il ne fait pas de distinction entre riches et pauvres, jeunes et vieux, rêveurs et pragmatiques. Tous ont coulé de la même manière. Tous ont été accueillis par la même obscurité. Et maintenant, plus d'un siècle plus tard, l'épave continue de conserver ses histoires comme une archive vivante. Vivante parce qu'elle continue de changer, de se détériorer, de libérer des morceaux d'elle-même dans les sédiments environnants. Vivante parce que nous continuons d'y retourner, de la documenter, d'essayer de la comprendre. Certains scientifiques pensent que dans quelques décennies, il ne restera plus rien de reconnaissable du navire. La corrosion, la pression, les bactéries qui consomment le métal, tout conspire à effacer les dernières traces physiques de la tragédie. Lorsque cela se produira, il ne restera que les enregistrements que nous avons faits, les images que nous avons capturées, les histoires que nous avons racontées. Certains considèrent cela comme une perte inacceptable. Ils plaident en faveur d'efforts de préservation plus intenses, de technologies capables de ralentir la détérioration, d'interventions permettant de conserver plus longtemps l'apparence reconnaissable du navire. D'autres acceptent l'inévitable, avec une sorte de sérénité. Le navire a coulé, l'océan reprend possession de ce qui lui appartient. C'est le cycle naturel des choses. Peut-être que les deux points de vue sont corrects à leur manière. Il y a une valeur à préserver, à documenter, à maintenir vivante la mémoire matérielle de la tragédie. Mais il y a aussi quelque chose d'approprié dans la disparition progressive, dans l'absorption finale par l'élément qui a causé la destruction. Le navire est né de l'océan en quelque sorte, forgé à partir de minerais qui étaient autrefois dissous dans les eaux primitives. Il retourne maintenant à cette origine, achevant un cycle qui transcende les histoires humaines. Alors que le métal se dissout, les histoires restent. C'est ce qui importe au final. Pas les objets eux-mêmes, mais ce qu'ils représentent. Pas le navire lui-même, mais ce qu'il a signifié et continue de signifier. Les structures physiques ne sont que des encres pour des récits qui ont leur propre vie, qui se reproduisent et se transforment à chaque fois qu'ils sont racontés. L'homme à la clé en argent n'a peut-être jamais existé au sens littéral, mais il existe maintenant, dans ses mots, dans l'imagination de ceux qui les lisent. La femme à la valise mystérieuse n'est peut-être qu'une combinaison de fragments d'histoire réelle, fusionnés en un récit cohérent, mais son histoire vit, respire, touche ceux qui l'écoutent. C'est le pouvoir du naufrage qui transcende sa réalité matérielle. Ce n'est pas seulement un site archéologique, c'est un générateur d'histoire, une source inépuisable de récits qui continue de couler, comme l'eau à travers une coque brisée. Depuis plus d'un siècle, la dernière lanterne brûle encore, le piano résonne encore, la clé attend encore, la valise garde encore ses secrets, et nous, qui sommes restés à la surface, continuons à construire des histoires à partir des fragments que l'océan libère occasionnellement. C'est peut-être ce que voulaient les morts, peut-être pas. Nous ne le saurons jamais. Mais d'une certaine manière, en racontant et en racontant à nouveau leurs histoires, en imaginant et en réimaginant leurs derniers moments, nous maintenons quelque chose d'eux en vie, pas leurs corps, qui ont disparu depuis longtemps, pas leurs souvenirs exacts, qui sont morts avec eux, mais quelque chose, une essence, une présence, un écho qui refuse de disparaître. Le grand paquebot repose toujours dans les profondeurs glacées de l'Atlantique Nord, de plus en plus petit, de plus en plus détérioré, de plus en plus proche de disparaître complètement. Mais tant qu'il y aura des gens pour raconter son histoire, tant qu'il y aura des gens pour descendre le voir, tant qu'il y aura des gens pour écouter les murmures qui émanent du métal et du silence, il ne sera jamais vraiment mort. Les navires coulent, les histoires restent. C'est ainsi que cela fonctionne, c'est ainsi que cela a toujours fonctionné, et c'est ainsi que cela continuera à fonctionner, longtemps après que le dernier morceau d'acier se soit dissous au fond d'un océan qui ne pardonne pas, mais qui à sa manière n'oublie jamais. Les couloirs inférieurs du grand navire recèlent leurs propres secrets,
distinct des zones les plus connues et les plus photographiées, alors que la proue emblématique et le grand escalier captivent l'imagination populaire. Ce sont les espaces moins glamour qui renferment les histoires les plus humaines, les cabines de 3e classe, les quartiers de l'équipage, les zones de service où des travailleurs invisibles assuraient le fonctionnement du navire. Dans ces espaces, la hiérarchie rigide de la société édouardienne se manifestait dans chaque détail. Des portes séparaient les classes. Des escaliers ne se rejoignaient pas. Des couloirs se terminaient par des barrières. Le navire était une micro-société flottante, avec toutes les divisions et les inégalités du monde qu'il avait laissées derrière lui. Lorsque la catastrophe survint, ces divisions devinrent littéralement mortelles. Les passagers de 3e classe, logés dans les niveaux inférieurs, eurent plus de difficultés à atteindre les canaux de sauvetage. Pas nécessairement en raison de politiques d'exclusion explicites, bien que celle-ci ait également existé, mais simplement en raison de la géographie du navire. Lorsque l'eau a commencé à monter, ils ont été les premiers à la sentir. Lorsque la panique s'est répandue, ils ont dû surmonter davantage d'obstacles. Les registres montrent que le taux de survie en 3e classe était nettement inférieur à celui des classes supérieures. Des chiffres froids, qui cachent des tragédies individuelles, des familles entières rayées de la carte, des enfants qui ne sont jamais arrivés au Nouveau Monde, des rêves d'une vie meilleure noyés avec ceux qui les portaient. Certains historiens émettent l'hypothèse que le naufrage a marqué la fin d'une époque, non seulement sur le plan technologique, mais aussi sur le plan social. La confiance aveugle dans les distinctions de classe, dans l'ordre naturel qui plaçait certains au-dessus des autres, a été ébranlée lorsque l'océan a prouvé qu'il ne respectait ni les titres ni les fortunes. Les riches et les pauvres sont morts de la même manière. L'eau ne vérifiait pas les passeports ni les pédigrés. Cela ne signifie pas que la catastrophe ait été un grand niveleur. Loin de là, les riches avaient encore plus de chance. Les personnes bien connectées ont encore trouvé des places dans les canaux. L'injustice n'a pas été éliminée, seulement exposée. Mais quelque chose a changé dans la conscience collective. Une fissure est apparue dans la façade de certitude que la société édouardienne avait construite autour d'elle-même. Les années qui ont suivi ont été marquées par de profondes transformations. Des guerres mondiales, des révolutions, l'effondrement d'empires qui semblaient éternels. Il serait exagéré d'attribuer tout cela à un seul naufrage. Mais ce serait également une erreur d'ignorer son rôle symbolique. Le grand paquebot est devenu une métaphore, une image qui capturait quelque chose d'essentiel sur les risques de l'arrogance humaine. Dans les profondeurs où reposent les restes du navire, ces questions semblent à la fois urgentes et hors de propos. La pression qui écrase le métal se moque des analyses historiques. Les bactéries qui consomment l'acier ne s'intéressent pas au symbolisme. L'océan fait simplement ce qu'il a toujours fait. Il accueille, dissout, transforme. Le reste appartient à l'histoire humaine racontée par les humains, pour les humains. Mais c'est cette histoire humaine qui nous ramène, expédition après expédition, décennie après décennie. Nous ne descendons pas dans les profondeurs uniquement pour voir du métal rouillé. Nous y allons pour nous connecter à quelque chose de plus grand, à la tragédie et à l'héroïsme de cette nuit-là, aux vies interrompues et aux histoires non racontées, au rappel silencieux que nous sommes tous des passagers dans des voyages dont nous ne pouvons prédire la fin. Les équipements d'exploration continuent d'évoluer. Les caméras capturent des détails de plus en plus fins. Les capteurs cartographient des zones auparavant inaccessibles. L'intelligence artificielle analyse des modèles de données qu'aucun œil humain ne pourrait traiter. Chaque année, nous en savons davantage sur ce qui s'est passé et ce qui reste. Mais chaque année, il y a aussi moins à voir. Le navire meurt d'une seconde mort, plus lente que la première, mais tout aussi inévitable. Des structures qui existaient lors d'expéditions précédentes se sont effondrées. Des objets qui avaient été photographiés ont disparu sous les sédiments ou se sont complètement désintégrés. Le temps est en train de gagner la bataille qu'il remporte toujours. Certains scientifiques proposent des interventions pour ralentir ce processus. Des traitements chimiques qui pourraient protéger le métal, des structures de soutien qui pourraient stabiliser les zones à risque, des technologies de préservation développées pour d'autres contextes, adaptées aux conditions extrêmes du fond de l'océan. D'autres s'opposent à toute intervention. L'épave est une tombe, disent-ils. Elle doit être traitée avec le respect dû aux morts. Intervenir serait une profanation, même avec les meilleures intentions. Mieux vaut laisser l'océan achever son travail, laisser la nature suivre son cours. Le débat se poursuit sans issue claire. Pendant ce temps, le navire continue de couler. Non pas dans le sens où il descend plus profondément, mais dans le sens où il disparaît, où il devient de moins en moins reconnaissable comme ce qu'il était. Un jour, il ne restera plus qu'une tache au fond de la mer où reposait autrefois le plus grand navire de son époque.
Quand ce jour viendra, il ne restera que les histoires, la clé en argent qui renfermait des secrets capables de changer l'histoire, la valise mystérieuse contenant des pages écrites dans une langue inconnue, la lanterne qui refusait de s'éteindre, le piano qui chantait des berceuses pendant que le monde sombrait, le fantôme qui observait depuis la proue, lié à l'acier par des liens qui transcendaient la vie. Ces histoires n'ont pas besoin de métal pour exister. Elles vivent dans les mots, dans les souvenirs, dans l'imagination de tous ceux qui les entendent. Elles sont immortelles d'une manière que les objets physiques ne peuvent jamais être. Et c'est dans cette immortalité que réside le véritable héritage du naufrage. Pas dans la rouille et les sédiments. Pas dans les artefacts récupérés et exposés dans les musées. Pas dans les photographies et les vidéos qui documentent la détérioration. Mais dans les histoires, dans les voix qui continuent de murmurer à travers les années. Dans les souvenirs qui refusent de mourir. Le grand paquebot était plus qu'un navire. C'était un rêve. Un symbole, une promesse, et lorsqu'il a coulé, il a emporté avec lui non seulement des vies, mais aussi une partie de l'innocence humaine qui n'a jamais été complètement retrouvée. Aujourd'hui, dans les profondeurs glacées de l'Atlantique Nord, les vestiges de ce rêve continuent de se dissoudre lentement, le métal retourne à la terre, les histoires se dispersent comme des particules dans le courant, les souvenirs se transforment en légendes, les légendes en mythes, les mythes en échos qui ne cessent jamais complètement. Et nous, ceux qui sommes restés, continuons à écouter. Nous continuons à raconter. Nous continuons à descendre, réellement ou métaphoriquement, dans les profondeurs où la vérité et l'imagination se rencontrent et se fondent en quelque chose qui transcende les deux. Le naufrage parle encore. Écoutez attentivement. Vous aussi vous pouvez entendre les murmures.